Chaque session de l'Assemblée générale des Nations unies débute par un débat de politique générale. Cette année, le président François Hollande est venu présenter ce qu'il appelle lui-même le message de la France. Alors, son discours a été résumé par la presse française, mais elle n'en a pas tiré la substantifique moelle. Et si vous voulez, nous allons prendre quelques minutes pour écouter et comprendre le message de François Hollande. Ceci va nous permettre d'évaluer sa vision de la politique internationale et du rôle de la France dans le monde. Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire général, Mesdames, Messieurs les représentants de vos États, c'est la première fois que je m'adresse à cette tribune aux Nations unies. Je le fais avec émotion parce que je mesure ce que l'ONU est pour notre monde et a été pour notre histoire. Je le fais aussi avec responsabilité, car la France est membre permanent du Conseil de sécurité et donc a des devoirs. Ça, c'est la marque de François Hollande en termes de communication politique. Il se déclare être le président normal, un homme de tous les jours, et il explique dans chacune de ses interventions ce qu'il est en train de faire et ce qu'il est en train de ressentir. Donc ce préambule ne concerne absolument pas les gens qui se trouvent dans la salle et qui n'en ont rien à faire, mais s'adresse directement aux téléspectateurs français. Je viens rappeler aussi à cette tribune des valeurs qui n'appartiennent à aucun peuple, qui ne sont la propriété d'aucun continent, qui ne sont le privilège d'aucune fraction de la population. Je viens parler au nom de valeurs universelles que la France a toujours proclamées, des droits qui sont ceux de tout être humain, où qu'il vive. La liberté, la sûreté, la résistance à l'oppression. Alors ceci est très important. Le président fait référence à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Une déclaration qui a été placée en préambule de la Constitution française actuelle. Il cite 3 droits imprescriptibles, inaliénables: la liberté, la sûreté, la résistance à l'oppression. Alors, la sûreté, il faut comprendre la paix civile en fait. Mais curieusement, il a un trou de mémoire, il oublie le 4e droit, la propriété. Pourquoi? Le président Hollande est mal à l'aise avec ce terme, puisque en tant que socialiste, il a derrière lui l'héritage d'un débat sur propriété individuelle ou propriété collective. Mais en faisant disparaître complètement ce terme, il indique que pour lui, la propriété n'est pas un droit universel. Les révolutionnaires français, au contraire, pensaient qu'on ne pouvait jouir de sa liberté, l'exercer pleinement, que lorsque l'on était propriétaire de son logement et de son outil de travail. Et ils avaient redistribué toutes sortes de propriétés foncières dans ce but-là. Donc voilà le paradoxe. François Hollande est socialiste, mais il ne considère la propriété comme un droit que pour les riches. Ces valeurs et ces droits sont encore trop souvent bafoués dans notre monde. Surtout que nous affrontons 3 grandes menaces que nous devons regarder en face. La première, c'est la menace du fanatisme qui nourrit des violences. Nous les avons encore vues ces derniers jours. La seconde, c'est l'économie mondiale affectée par une crise et qui en plus entretient des inégalités insupportables. La troisième menace, c'est le dérèglement du climat qui met en péril la survie de notre planète. Bon, je laisse de côté l'expression du dérèglement du climat qui met en péril
la survie de la planète Terre, ça n'a absolument aucun sens, mais c'est assez joli à écouter. Et je relève simplement que le président a introduit un lien entre les droits qu'il a énoncés et les menaces qui pèsent sur nous. Donc on reste à nous expliquer le lien logique. En quoi le dérèglement climatique met en cause la liberté, la sûreté et la résistance à l'oppression. C'est donc la mission des Nations Unies que de relever ces défis et de trouver ensemble les réponses justes et fortes. Juste parce que sans la justice, la force est aveugle. Forte parce que sans la force, la justice est impuissante. Bon, là c'est une belle formule, la force, la justice, tout ça, mais le président au début avait dit que il s'agissait de trouver des réponses justes et fortes aux problèmes de notre temps. Donc on pensait des réponses qui soient adéquates et efficaces pour résoudre ces problèmes. Et voilà que tout d'un coup il nous dit cette affaire de juste parce que sans la justice la force est aveugle et forte parce que sans la force, la justice est impuissante. Donc en fait, il ne s'agit plus du tout de la même chose. La justice dont il parle est une justice pénale et la force dont il parle est un moyen coercitif pour appliquer des condamnations. Alors est-ce que c'est par des jugements et des condamnations qu'on va régler les problèmes qu'il a énoncés? Évidemment pas. Je viens aussi dire la confiance que la France porte dans les Nations Unies. Ces dernières années, nous avons été capables, ensemble, de mettre fin à des conflits meurtriers, de prévenir des affrontements. Mais en même temps que nous envoyons 100 000 casques bleus qui agissent au nom des Nations Unies, et je veux leur rendre hommage, en même temps, par division, par blocage de nos propres institutions, par inertie, l'ONU est incapable d'empêcher la guerre, les exactions ou les atteintes aux droits des peuples. Alors j'en tire, au nom de la France, une conclusion que je voudrais vous faire partager. Si nous voulons rendre le monde plus sûr, il nous appartient de prendre nos responsabilités. Bon, là, on est un peu ébahi par le truisme. Réunir des délégations de 195 pays pour leur annoncer que ça ira mieux quand on prendra ses responsabilités, c'est peut-être pas la peine d'être président français à la tribune des Nations Unies pour dire une chose pareille. D'abord en réformant notre propre organisation, l'ONU. Le Conseil de sécurité doit mieux refléter la réalité du monde d'aujourd'hui. C'est pourquoi, une fois encore, je rappelle que la France soutient la demande d'élargissement formulée par l'Allemagne, le Japon, l'Inde et le Brésil, mais est également favorable à une présence accrue de l'Afrique, y compris parmi les membres permanents. Bon, là, il n'y a aucun lien logique entre la proposition qui est faite et le diagnostic qui a été annoncé. Bien sûr, élargir le Conseil de sécurité est nécessaire pour lui trouver une meilleure représentativité, donc une plus grande légitimité. Mais le diagnostic qui avait été présenté, c'était celui de la paralysie, de l'impuissance, de la division. Or, augmenter le nombre de membres permanents ne fera qu'augmenter ce problème de la division, de la paralysie, de l'impuissance. En fait, la vraie solution est tout à fait ailleurs, elle est dans la proposition iranienne qui dit qu'il faut que le Conseil de sécurité soit placé sous le contrôle de l'Assemblée générale. De la même manière que dans toute démocratie, l'exécutif est placé sous le contrôle du législatif. Mais de ça, bien entendu, les grandes puissances ne veulent pas entendre parler. Siéger au Conseil de sécurité, ce n'est pas jouir d'un privilège au nom de l'histoire. Pas davantage satisfaire une ambition
liées à la puissance économique. Non, siéger au Conseil de sécurité, c'est prendre l'engagement d'agir pour la paix dans le monde. Alors, écoutez bien, hein. Siéger au Conseil de sécurité, ce n'est pas un privilège de l'histoire, pourtant c'est le cas des 5 membres permanents actuels. Il dit ça n'est pas non plus à cause d'un développement économique, et c'est en réalité le motif des nouvelles demandes de l'Inde, de l'Allemagne, du Japon, du Brésil, pour siéger au Conseil de sécurité. Mais dit-il, c'est prendre l'engagement d'agir pour la paix dans le monde. Alors ça veut dire simplement que ne viendront au Conseil de sécurité que des gens qui s'aligneront totalement sur les États-Unis. Et si vous faites attention aux différents discours qui ont été prononcés par les États candidats au siège permanent du Conseil de sécurité, c'était que des discours pour dire nous sommes de bons élèves et nous défendrons la ligne tracée par les États-Unis. Car nous devons agir. Agir ensemble, mais agir vite, car il y a urgence. La première des urgences s'appelle la Syrie. Bon. Pourquoi la Syrie? Eh bien, ceci ne sera jamais expliqué. Il ne s'agit pas de minimiser la situation syrienne, il s'agit simplement de faire remarquer que d'autres États se trouvent également dans une situation extrêmement difficile et mériteraient que l'on s'intéresse à leur situation et qu'on vienne les aider. Il s'agit par exemple de remarquer que le conflit actuel le plus grave dans le monde, ça n'est pas en Syrie. Le conflit le plus meurtrier, c'est au Mexique, où la guerre à la drogue a déjà fait plus de 100 000 victimes en 5 ans. Mais évidemment, les conditions géostratégiques du Mexique et de la Syrie sont totalement différentes. Et le conflit actuel au Mexique fait le jeu des États-Unis, tandis que ce n'est pas le cas de ce qui se passe en Syrie. L'Assemblée des Nations Unies a plusieurs fois dénoncé les massacres perpétrés par le régime syrien, demandé que les responsables soient jugés, souhaité une transition démocratique. Voilà encore, il y a une sorte de saut qui permet, par un raccourci, de falsifier les choses. Évidemment, l'Assemblée générale a bien voté une résolution attaquant le gouvernement syrien, lui imputant une responsabilité dans les massacres qui ont eu lieu. Mais lorsque l'Assemblée générale a demandé que justice soit faite, elle n'a absolument pas demandé que cette justice soit vis-à-vis du gouvernement syrien, mais vis-à-vis de tous ceux qui commettent des crimes. Et l'on sait aujourd'hui que ces crimes ne sont pas du tout équitablement partagés, que c'est au contraire les groupes armés qui sont les responsables les plus importants des massacres auxquels on a assisté. Démocratique. Mais, encore aujourd'hui, le calvaire de la population se poursuit. 30 000 morts depuis 18 mois. Combien de morts encore devrons-nous attendre avant d'agir? Ça, c'est un très mauvais argument de tribune. Hein. Combien de morts encore pour que nous agissions? En fait, ça n'est pas du tout une question de nombre. C'est une question de savoir qui viole le droit international et comment on peut rétablir le droit international. Là encore, c'est une question qui est qualitative et non pas quantitative, mais qui dès lors va remettre en cause, si on veut y répondre, la position des grandes puissances et non pas simplement la responsabilité du régime de Damas. Comment admettre cette paralysie de l'ONU? J'ai une certitude. Le régime syrien ne retrouvera jamais sa place dans le concert des nations. Il n'a pas d'avenir parmi nous. Bon, jusqu'à preuve du contraire, la Syrie est toujours membre de l'Organisation des Nations Unies et venir à la tribune pour dire que quelqu'un n'y a pas sa place alors qu'il y siège, c'est une chose assez grave et quelque peu irresponsable. C'est pourquoi j'ai pris la décision, au nom de la France, de reconnaître le gouvernement provisoire représentatif de la Nouvelle-Syrie dès lors qu'il sera formé.
Qu'est-ce que c'est que cette histoire de gouvernement représentatif de la Nouvelle-Syrie? Comment va-t-on savoir qu'un gouvernement est représentatif? Est-ce qu'on a demandé leur avis aux Syriens? Ben, il se trouve que oui, on leur a demandé. Et 3 fois au cours des derniers mois, ils ont plébiscité leur actuel gouvernement. Ça ne veut pas dire que celui-ci soit composé d'anges et qu'il ait raison en toutes choses. Simplement, c'est le seul gouvernement légitime. Il y a eu 3 scrutins qui ont été en fait chaque fois un moyen de plébisciter le président Bachar el-Assad. Ce à quoi fait référence François Hollande, c'est à un compromis qui serait fait entre 3 groupes basés à l'extérieur, donc un Conseil national syrien installé à Paris et financé à la fois par la France et le Qatar, un ensemble de comité de coordination qui est plus ou moins indépendant, et puis un conseil révolutionnaire qui est installé au Caire, financé par l'Arabie Saoudite. Donc à la demande des États-Unis, la France essaye de s'escrimer à composer avec tout ça, et de manière à créer ce gouvernement provisoire. Ce gouvernement devra lui-même donner des garanties pour que chaque communauté en Syrie soit respectée et puisse vivre en sécurité dans leur pays. Bon, notez bien qu'on sait à l'avance que ce gouvernement provisoire sera non seulement dénué de représentativité, mais sera composé par des gens qui sont fort peu fréquentables et qui représentent une menace pour leur propre peuple. Donc, une fois qu'on l'aura reconnu, à ce moment-là, on demandera à ce gouvernement de donner des gages comme quoi il n'a pas l'intention d'exterminer une partie de sa population. Or, il nous suffit d'écouter le cheikh Adnan al-Rour, qui est le chef spirituel de l'armée syrienne libre, pour savoir que ce gouvernement, s'il venait à être au pouvoir, commettrait des exactions de grande ampleur, puisque je vous rappelle, le slogan principal de l'armée syrienne libre, c'est les chrétiens à Beyrouth, les alaouites au tombeau. Sans attendre, je demande que les Nations Unies accordent dès maintenant au peuple syrien toute l'aide, tout le soutien qu'il demande, et notamment que soient protégées les zones libérées et que soit assurée une aide humanitaire aux réfugiés. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, cette histoire des zones libérées? Donc, qu'est-ce que c'est que les zones libérées? Alors, on voit quelques poches dans le pays qui sont sous le contrôle de l'armée syrienne libre. Ce que François Hollande demande, c'est que ces zones soient gouvernées via un mandat des Nations Unies. C'est ni plus ni moins que la recolonisation qui est annoncée. Je vous rappelle que la France, pendant l'entre-deux-guerres, disposait d'un mandat donné par la Société des Nations pour coloniser cette région. Donc là, par petits bouts, nous voici de retour. Et puis une question se pose. Est-ce que le Golan, actuellement occupé par Israël, doit être considéré d'ores et déjà comme une zone libérée? Assurer une aide humanitaire aux réfugiés. Quant aux dirigeants de Damas, ils doivent savoir que la communauté internationale ne restera pas inerte si, par malheur, ces dirigeants venaient à utiliser des armes chimiques. On espère bien que la communauté internationale réagirait si quelqu'un utilisait des armes chimiques. Mais pourquoi suggérer que la Syrie le ferait plutôt qu'un autre ? Donc là, il s'agit simplement d'une campagne de propagande, comme on l'avait vu à propos de l'Irak quand on a voulu l'envahir. Vous vous souvenez que pendant la guerre opposant l'Iran à l'Irak, un coup de vent avait balayé un champ de bataille où on utilisait des armes chimiques et les gaz étaient venus tuer la population d'une localité proche. Et alors, non pas sur le moment, mais des années plus tard, quand on a voulu stigmatiser Saddam Hussein, à ce moment-là, on l'a accusé d'avoir volontairement utilisé ces gaz pour tuer sa propre population. Ça faisait de lui le pire des tyrans. Donc on nous suggère aujourd'hui la même chose. Si la Syrie dispose d'armes chimiques, c'est certainement qu'elle a l'intention de l'utiliser contre sa propre population.
L'autre urgence, c'est de lutter contre la plus grave des menaces qui pèsent sur la stabilité du monde. Je veux parler de la prolifération des armes nucléaires. Depuis des années, l'Iran ignore les exigences de la communauté internationale, s'affranchit des contrôles de l'AIEA, ne respecte pas sa propre parole, pas davantage les résolutions du Conseil de sécurité. J'ai moi-même souhaité qu'une négociation puisse sincèrement avoir lieu et qu'il y ait des étapes qui soient fixées. Et là encore, cette négociation n'a pas abouti. La France n'accepte pas cette dérive qui menace la sécurité de la région, mais nous le savons aussi, la paix dans le monde. Bon, là, on est dans la pure mauvaise foi, puisque il n'y a absolument aucun indice qui permette de penser que l'Iran est en train de développer un programme atomique militaire. Au contraire, l'Iran est le pays qui a été le plus surveillé par l'Agence internationale de l'énergie atomique, et celle-ci n'a absolument rien trouvé qui puisse aller dans ce sens-là. D'autre part, c'est une accusation qui n'est pas très sérieuse quand on sait que le système de recherche et d'exploitation nucléaire de l'Iran est largement mené avec des ingénieurs russes. Donc ceux-ci seraient tout de suite informés s'il y avait un objectif militaire, et ça n'est pas le cas. Et puis enfin, chacun sait que l'imam Khomeini estimait que la bombe atomique c'était quelque chose d'incompatible avec sa vision de l'islam, et son successeur, l'ayatollah Khamenei, a émis une fatwa pour interdire à son pays de mener des recherches dans ce domaine, d'acquérir cette bombe, ou même de la stocker, ou, et bien entendu, d'en faire usage. Donc là encore, on est juste dans une rhétorique qui permet de pointer quelqu'un sans le moindre indice pour cela, et de masquer par ailleurs qu'il existe dans cette région un État qui dispose de la bombe atomique et qui a violé tous les principes de non-prolifération, c'est l'État d'Israël. Et puis c'est également une manière de masquer que depuis la signature de ce traité de non-prolifération, les grandes puissances n'ont pas tenu leur engagement. En effet, l'idée générale, c'était que les États non nucléaires ne pouvaient pas acquérir la bombe, mais que les États déjà nucléarisés devaient ensemble démanteler leur système nucléaire. Et ça n'a pas été fait. Je veux donc ici, de nouveau, dire que nous sommes prêts à prendre de nouvelles sanctions, non pas pour punir le grand peuple iranien, mais pour dire à ses dirigeants qu'il suffit maintenant et qu'il convient de reprendre la négociation avant qu'il ne soit trop tard. Bon, le fait de prononcer des sanctions de manière unilatérale est contraire au droit international. Donc ce que l'Union européenne ou les États-Unis font est une violation de ce droit international. Et comme l'a souligné le représentant russe un peu plus tard dans le débat de politique générale, ce n'est pas de cette manière-là que l'on va résoudre les conflits, ce n'est pas de cette manière-là que l'on va renforcer l'autorité des institutions internationales. Par ailleurs, on est un peu surpris d'entendre le président français vouloir augmenter les sanctions contre l'Iran, alors que ces sanctions sont inefficaces. Ou plutôt, elles ont détourné l'Iran de ses partenaires commerciaux habituels et ont orienté l'Iran vers de nouveaux partenaires commerciaux, principalement la Chine, la Russie. D'ailleurs, ceci s'est fait au détriment de l'économie française. Je vous rappelle le cas de Peugeot qui s'est trouvé en très grande difficulté économique du fait qu'on lui ait demandé de s'interdire le marché iranien. La troisième urgence, c'est de trouver enfin une issue au conflit israélo-palestinien. Le statu quo que nous connaissons n'est pas une réponse, c'est une impasse. La France, là encore, j'en prends l'engagement, contribuera de toutes ses forces à restaurer les bases d'une négociation
devant déboucher sur la coexistence de deux États dont chacun sait bien quelle est la seule solution pour qu'il puisse y avoir une paix juste et durable dans cette région. Bon, là, c'est un peu la méthode Coué. Donc, on nous dit que la solution à deux États est la seule qui permette d'assurer une paix juste et durable. C'était le pari qui avait été fait avec les accords d'Oslo, mais on a vu que ça ne fonctionnait pas du tout. Cette chose-là est impossible à mettre en œuvre. C'est une pure chimère. Et d'autre part, ceux qui aujourd'hui poussent à sa mise en œuvre souhaitent en réalité créer une sorte de Bantoustan à la place d'un État palestinien. C'est-à-dire que pour eux, l'État palestinien ne serait pas autorisé à avoir sa propre politique étrangère, sa propre défense, son propre système de sécurité. Ce serait un État fantoche. Non, la solution, il n'y en a qu'une. Et tout le monde la connaît. Elle doit passer par un référendum auquel participerait toute la population de la Palestine, juifs, chrétiens, musulmans, et où, ensemble, ils décideraient de leur avenir. Mais ceci signifierait la fin du système d'apartheid. Mais le plus choquant dans ce que vient de dire François Hollande n'est pas là. Au début de son discours, il nous avait rappelé la déclaration de 1789 proclamant le droit de résister à l'oppression. S'il y a vraiment un cas d'oppression aujourd'hui dans le monde, c'est celui des Palestiniens. Voici 60 ans que ces gens sont privés de leurs terres, privés de leurs droits, et qu'ils ne peuvent attendre aucun secours des institutions internationales, puisque au Conseil de sécurité, un veto s'applique systématiquement quand il s'agit de faire valoir leurs droits. Donc, plus que tout autre, les Palestiniens ont un droit, sinon un devoir, de résister à l'oppression. Mais M. Hollande leur dénie ce droit. À la place, il nous fait un appel au dialogue. La situation créée par l'occupation d'un territoire, le Nord Mali, par des groupes terroristes est insupportable, inadmissible, inacceptable. Pas seulement pour le Mali, qui est affecté par ce mal terroriste, mais pour tous les pays de la région, et au-delà de la région, par tous ceux qui peuvent être un jour frappés par le terrorisme. Bon, le cas du Mali est complexe, puisque c'est un pays qui a été créé de manière très artificielle avec des populations différentes et un territoire à peine contigu. Ce à quoi nous assistons, c'est l'arrivée de nos groupes qui ont disposé d'un armement considérable parce qu'ils sont allés d'abord se battre en Libye. Et l'un de ces groupes était armé par la France, a aidé la France, a aidé l'OTAN, à renverser la Jamaria et à installer un gouvernement fantoche à Tripoli. Puis ces gens se sont repliés sur le Sahel et avec cet armement, ils ont essayé de créer leur propre État. Là, on est maintenant dans quelque chose de complètement incohérent, puisque M. Hollande demande l'autorisation d'aller combattre les gens que la France a armés. Et par ailleurs, si on est bien d'accord que le Mali doit retrouver son intégrité territoriale et qu'il est grand temps de lutter contre ces groupes que l'on n'aurait jamais dû armer, on doit se demander pourquoi ce qui est bien en Mali, aujourd'hui, est mauvais en Syrie. Parce que ce qui se passe en Syrie est du même acabit. Nous avons d'autres groupes venus de Libye et de bien d'autres pays encore qui ont aujourd'hui attaqué la Syrie. Et les poches libérées dont parlait M. Hollande sont simplement des zones occupées par ces organisations terroristes. Donc, y a-t-il une logique à tout cela? Sur le plan intellectuel, absolument aucune. Il y a une logique d'intérêt, bien sûr. Mais le président est obligé de tenir des discours totalement contradictoires selon les situations, et ceci décrédibilise totalement sa parole. L'Union africaine, que je salue, la CEDEAO,
ont déclaré être disposés à prendre des décisions courageuses. Bon, prendre des décisions courageuses, vous avez bien compris, ça veut dire admettre le retour de la tutelle coloniale. Dans le cas de la CEDEAO, c'est même une caricature, puisqu'elle est présidée par Alassane Ouattara, que les troupes françaises ont mis au pouvoir par la force en Côte d'Ivoire. Les autorités du Mali viennent de nous saisir. Alors, il n'y a pas de temps à perdre. Et la France, je l'annonce ici, soutiendra toutes les initiatives permettant que les Africains eux-mêmes règlent cette question dans le cadre de la légalité internationale avec un mandat clair du Conseil de sécurité. Oui, il faut que le Mali retrouve l'intégrité de son territoire et que le terrorisme soit écarté de cette zone du Sahel. Bon, bien sûr, il faut que le terrorisme soit écarté du Sahel et que le Mali retrouve l'intégrité de son territoire. Mais venir nous dire que tout ça, c'est une initiative qui sera réglée par les Africains eux-mêmes quand on annonce en même temps qu'on va y déployer ses troupes, c'est quand même un peu se moquer du monde. Mesdames, Messieurs, le rôle de l'ONU, c'est de répondre à l'urgence. Mais il n'y a pas que l'urgence. Il y a aussi une ambition qui doit nous élever tous ensemble, qui est celle du développement. La conférence de Rio, j'y ai participé, a été une étape décevante pour les uns, encourageante pour les autres, une étape. Je considère qu'aujourd'hui, nous avons un agenda qui doit permettre de concilier, de conjuguer la croissance économique, la réduction de la pauvreté, le progrès social, la protection de l'environnement. Voilà ce que nous avons à faire et que nous avons à faire dans la durée. Nous sommes devant le rendez-vous de l'accord sur le climat pour 2015. J'annonce ici que la France est disponible pour accueillir à cette date la conférence des Nations Unies pour les changements climatiques, parce que je veux que nous réussissions ensemble à relever ce défi. Donc là encore, on est dans l'incohérence puisqu'on nous parle du développement et tout d'un coup, pour le développement, eh bien, on va recevoir la conférence sur les changements climatiques, mais ça n'a aucun rapport. Et le président s'exprime avec un petit accent sarkozien, vous voyez. Donc il ne parle plus tout d'un coup au nom de la France, mais il nous dit qu'il prend cette décision parce que je veux que nous réussissions ensemble à relever ce défi, comme un petit enfant capricieux. Il veut, c'est lui qui compte, et la nation disparaît derrière lui. Parallèlement, je rappelle qu'une des déceptions de Rio a été le fait que nous ne puissions pas nous mettre d'accord pour la création d'une organisation des Nations Unies pour l'environnement, une grande agence. Ça reste l'objectif de la France, créer cette grande agence du développement qui serait située en Afrique, parce que c'est un continent qui a été trop longtemps délaissé et qui affronte des périls climatiques. Et c'est aussi un beau symbole que de confier à l'Afrique cette future agence mondiale pour l'environnement. Donc vous avez vous-même entendu le lapsus. Selon les moments, il parle d'une agence pour le développement ou d'une agence pour l'environnement. En fait, il ne sait absolument pas de quoi il parle. Mais puisque je parle de développement, je veux aussi que nous regardions franchement la réalité. Nous n'atteindrons pas les objectifs du millénaire s'il n'y a pas des ressources nouvelles. Chacun connaît les contraintes budgétaires de nos États respectifs. C'est pourquoi, à cette tribune des Nations Unies, je lance un appel en faveur des financements innovants. Avec eux, nous donnons tous les moyens à nos organisations pour lutter efficacement contre les maladies, le sida, le paludisme. Et je veux saluer le succès d'United, qui a été financé par la taxe sur les billets d'avion. Voilà la voie qui a été ouverte. Eh bien, aujourd'hui, il nous faut franchir une seconde étape. Je la propose, à travers l'instauration d'une taxe sur les transactions financières, à laquelle d'ailleurs plusieurs pays européens
ont donné leur accord, de façon à ce que les mouvements de capitaux puissent être freinés, ou s'ils ne le sont pas, que par cette taxe, ils puissent financer le développement et la lutte contre les fléaux sanitaires. La France s'est dotée de cette taxe. Et la France a même pris un autre engagement de reverser une partie du produit de cette taxe, au moins 10%, pour le développement et pour la lutte contre les fléaux sanitaires et les pandémies. Là, on est un petit peu confondus, parce que le problème du développement serait uniquement un problème d'argent. Cette dimension, évidemment, est importante, mais elle fait disparaître tous les problèmes structurels. Et par ailleurs, puisque l'exemple donné est celui des luttes contre les grandes pandémies, on peut s'interroger sur ce que signifierait un financement accru de l'Organisation mondiale de la santé. On a vu dans le cas des épidémies les plus récentes, par exemple la grippe H1N1, on a vu le rôle tout à fait néfaste de cette organisation qui a été de très mauvais conseils. On sait qu'elle est aux mains des grands laboratoires internationaux qui sont déjà assez riches et qui n'ont certainement pas besoin que l'on prélève une taxe sur les transactions financières pour qu'ils puissent faire de plus grands profits. Donc le problème de la santé dans le monde, c'est quelque chose de beaucoup plus simple. C'est d'abord un problème d'accès à l'eau potable, un problème d'accès à la nourriture, un problème de logement salubre. Tout ça, ça ne passe pas par les mêmes organisations. Et évidemment, la proposition du président ne nous éclaire absolument pas sur où exactement ira cet argent, qui le gérera, dans quelles conditions et pour quelle finalité. Alors, tel est le message que je voulais vous adresser. Faisons en sorte qu'une taxe à l'échelle du monde puisse être mise en place sur ces transactions financières et que son produit puisse être affecté au développement et à la lutte contre les pandémies. Ce serait un bel exemple de ce que j'appelle la mondialisation de la solidarité. Donc cette expression mondialisation de la solidarité résume absolument le propos. On ne touchera pas aux structures. Voilà ce qui est aujourd'hui une des plus belles idées que le monde soit capable de porter. Mais la mission des Nations Unies, ce n'est pas simplement de lutter contre l'instabilité financière ou de faire en sorte que le développement soit une grande cause. C'est de lutter contre toutes les formes d'instabilité. Je pense au trafic de drogue, qui est un fléau touchant les pays de production, de transit et de commercialisation. Face aux narcotrafiquants, à leurs alliances avec les réseaux terroristes, là encore, les Nations Unies doivent bâtir une stratégie mondiale de lutte contre la drogue et la mettre en œuvre. Quand on se pose la question des drogues, en fait, on doit distinguer des choses complètement différentes. Le problème sanitaire qui est posé aux consommateurs, mais surtout le problème criminel qui est posé dans les pays de production et de transit. Donc, aujourd'hui, pour les Occidentaux, quand on parle des drogues, on voit les ravages que ça peut commettre, mais qui sont très relatifs dans nos sociétés. Alors que quand on est du côté des pays producteurs, on se rend compte que les ravages sont beaucoup plus importants. Je citais tout à l'heure le cas du Mexique, qui est aujourd'hui le pays le plus touché par la guerre aux drogues. Je répète, 100 000 morts en 5 ans. Donc si nous commençons par dire qu'on parle de la drogue au lieu de parler des drogues, nous n'arriverons jamais à comprendre la complexité de ce système. Par ailleurs, sauf à être nié, il est assez évident que le marché international des drogues est organisé par quelques grands États, et je vous renvoie au fait que, par exemple, le premier producteur d'héroïne, c'est l'Afghanistan, et précisément les zones de l'Afghanistan qui sont sous le contrôle des troupes des États-Unis. De la même manière, les trafics d'armes représentent un très grave danger, et la France est résolument engagée dans la conclusion d'un traité universel sur le commerce des armes.
On est très heureux d'apprendre cette chose-là, mais on aimerait que chacun soit logique avec lui-même. Récemment, la France vient d'inventer un concept assez original qui est celui des armes non létales. Donc la France déclare qu'elle ne livre pas d'armes létales aux mercenaires qui se trouvent en Syrie, mais qu'elle leur donne des armes non létales, c'est-à-dire des moyens de communication sophistiqués, des systèmes de vision nocturne, etc. Donc est-ce que cette distinction est pertinente? Est-ce que c'est vraiment moins grave parce qu'on donne aux gens l'occasion de viser pour tuer, ou ça serait grave que si on leur donnait le fusil qui est sous les lunettes? Ce que l'ONU doit défendre, doit promouvoir, c'est une conception du monde fondée sur les droits et les libertés fondamentales. Les printemps arabes ont montré que ces valeurs étaient universelles, valaient pour tous les continents, pour tous les pays. Et je veux saluer ce qui s'est produit en Tunisie, en Libye, en Égypte. Là, on est dans le dogmatisme. Donc il existe des printemps arabes qui sont fondés sur les droits et les libertés fondamentales. C'est une théorie des puissances impérialistes de considérer que tout ce qui se passe depuis 2 ans dans le monde arabe a exactement la même origine, répond aux mêmes aspirations et se terminera inévitablement par le triomphe de la démocratie et de l'économie de marché. C'est vrai que les transitions ne sont pas faciles, qu'il y a des risques, qu'il peut y avoir des allers-retours, que les violences peuvent tenter de faire disparaître les acquis et les progrès. Donc là, je suppose qu'on fait allusion au fait qu'après avoir crié victoire en Libye en installant des intégristes au pouvoir, on découvre qu'on ne maîtrise pas la situation et que certains d'entre eux se font la guerre les uns les autres et que d'autres participent à l'assassinat d'un ambassadeur des États-Unis. La France appuiera les nouvelles autorités politiques issues d'élections démocratiques dans ces pays à combattre sans aucune complaisance l'extrémisme, le fanatisme, la haine, l'intolérance et les violences, quelles que soient les provocations qu'elles peuvent rencontrer. Parce qu'il n'y a pas de justification à la violence, jamais. C'est indigent sur le plan philosophique puisque le président ne conçoit pas que la guerre soit une violence. Donc pour lui, la violence, c'est ce qui vient des acteurs non étatiques, en fait. La France veut être exemplaire, non pas pour donner la leçon, mais parce que c'est son histoire, c'est son message. Exemplaire pour porter les libertés fondamentales. C'est son combat, c'est aussi son honneur. Et c'est la raison pour laquelle la France continuera de mener tous ces combats pour l'abolition de la peine de mort, pour les droits des femmes à l'égalité et à la dignité, pour la dépénalisation universelle de l'homosexualité, qui ne peut pas être reconnue comme un crime, mais au contraire comme une reconnaissance d'une orientation. Nous continuerons à nous battre pour la protection des civils. Là suit un cortège, un chapelet de revendications particulières. Évidemment, on est d'accord avec tout ça, hein. Mais ce n'est pas cela quand on parle des libertés fondamentales. Le président nous entretient sur l'écume des vagues. Le problème central du monde, c'est les disparités économiques, c'est l'impérialisme et l'exploitation qu'il amène. Donc de cela, il ne veut pas parler. C'est l'équivalent au plan du droit international de la dérive qu'avait déjà connu le Parti socialiste français lorsqu'il s'est désintéressé des questions structurelles, des problèmes de lutte de classe, pour se réfugier dans les questions sociétales. Et je rappelle d'ailleurs que cette Assemblée a été capable d'affirmer un principe, à savoir que les États ont tous la responsabilité d'assurer la sécurité de leurs civils. Et si un État vient à manquer à cette obligation,
c'est à nous, à l'ONU, d'engager les moyens de l'assumer à sa place. N'enterrons pas cette promesse, parce qu'elle peut nous être utile. Voilà. Alors ça c'est très beau, hein. N'enterrons pas cette promesse, parce qu'elle peut nous être utile. En effet, cette promesse de la responsabilité de protéger n'avait pas du tout le sens que lui donne aujourd'hui M. Hollande. En fait, on envisageait que dans certains pays, l'État se soit effondré et que l'État ne soit plus capable d'assurer la sécurité civile, ne soit plus capable d'assurer la nourriture de sa population, etc. Donc, dans ce cas, les Nations Unies auraient pu intervenir pour pallier l'absence de l'État. Mais ce que M. Hollande entend est différent. Ça peut lui être utile. Ce qu'il entend, c'est qu'on va stigmatiser certains États et on va ainsi se donner le droit d'intervenir. Ça devient l'ingérence humanitaire, le nom moderne de la colonisation. Je pense notamment à ce qui se produit dans la République démocratique du Congo, où les civils sont les principales victimes des affrontements et où les ingérences doivent cesser et le plus rapidement possible. Donc vous admettrez, là encore c'est assez joli. Après nous avoir expliqué qu'il faut intervenir au Mali, on nous annonce qu'un peu plus tard on ira vers le Congo. Et parlant de la RDC, on nous dit qu'il faut cesser les ingérences le plus rapidement possible, et c'est pourquoi il va falloir que nous nous ingérions. Voilà, mesdames et messieurs, les orientations que la France portera, défendra aux Nations Unies. La France a la confiance dans les Nations Unies. Elle sait qu'aucun État, aussi puissant soit-il, ne peut régler les urgences, mener le combat pour le développement, venir à bout de toutes les crises. Aucun État ne le peut. Mais en revanche, si nous sommes ensemble, alors nous serons à la hauteur de nos responsabilités. La France veut que l'ONU soit le centre, le cadre de la gouvernance mondiale. Mais est-ce que les États qui forment notre organisation veulent que ce soit le principe et l'objectif? Donc voilà une idée particulière. Le président souhaite que les Nations Unies ne soient plus un système pour le règlement pacifique des différends internationaux, mais deviennent le centre d'une gouvernance mondiale. Donc il se situe dans la lignée de la globalisation sans le dire, hein, et du transfert du pouvoir en dehors des États et donc en dehors de tout système démocratique possible. Je le dis avec gravité, quand il y a la paralysie, quand il y a l'inertie, quand il y a l'inaction, alors l'injustice, l'intolérance peuvent trouver leur place. Donc ça, c'est une croyance qu'on a cherché à répandre au cours des dernières années, que l'ensemble des problèmes du monde, et particulièrement le terrorisme, serait lié à une absence de présence étatique, à une inertie, à une inaction. Mais en réalité, bien sûr, le terrorisme n'est pas le fruit des déséquilibres dans la société. Le terrorisme est quelque chose qui est organisé par des États avec des moyens subétatiques. Ce que je veux vous faire comprendre à cette tribune, c'est que nous devons agir. Agir pour prendre nos responsabilités. Agir pour régler les urgences. La Syrie, la prolifération nucléaire, le Sahel. Agir aussi pour un autre monde, pour qu'il soit celui du développement, agir pour les financements innovants, agir pour qu'il y ait une lutte contre les fléaux sanitaires, agir toujours, agir ensemble. Soyons à la hauteur de la mission qui nous a été confiée et de l'attente des peuples. Voilà le message de la France. On avait envie de dire comme c'est beau et comme c'est creux. Et donc, après cette brève analyse du discours du président, vous comprendrez pourquoi la diplomatie française n'est plus prise au sérieux du tout dans les enceintes internationales. Voilà le message de la France.